Il y a des cartes virtuelles aux marques virtuelles. Il n'y a qu'un pas qu'on va franchir avec Clément Benoît. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes fondateur de Not So Dark, une boîte que vous avez lancée sur le segment des Dark Kitchen, des restaurants sans salle et sans serveur qui sont dédiés donc à la livraison. Et vous avez choisi il n'y a pas très longtemps de pivoter, il y a quelques mois. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce pivot-là ? Alors, déjà, vous avez expliqué tout le concept. Ah, bravo, super. félicitations. Merci. Pourquoi on a décidé de faire ce pivot ? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que on allait avoir la possibilité de d'étendre notre concept beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouvrir une kitchen, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Et on s'est dit, OK, pourquoi, si on arrive à opérer nos marques et à les simplifier, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à les faire opérer par un réseau de restaurateurs existants ? Voilà, donc on s'est dit, voilà, le meilleur moyen, c'est d'aller voir des restaurants qui savent faire ce qu'on fait, leur donner tout le package clé en main et leur permettre, eux, de rentrer dans le monde virtuel, de les aider à se digitaliser et à permettre à nos marques de s'étendre plus rapidement. Pour moi, en fait, ça reste, c'est un pivot sans en être un, parce que finalement, vous faites toujours de la dark kitchen, sauf que la kitchen, c'est plus vous qui l'opérez. Exactement. Donc en fait, vous restez sur le même business. On reste sur le même business dans le sens où nos marques restent disponibles sur les plateformes, Ouais. sauf que ce concept nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et d'avoir moins de charges aussi, non ? Et d'avoir moins de charges. Bon, on a un siège qui est quand même conséquent, on a une centaine de personnes et on dépense beaucoup en marketing. Mais ça nous permet, de développer nos marques plus rapidement, deuxièmement, de s'appuyer sur un réseau de restaurants qui ont besoin aujourd'hui de se développer. Voilà, la restauration est en crise et on leur apporte un chiffre d'affaires conséquent et immédiat. Alors, vous parlez de donc, développer des marques qui sont virtuelles. Qu'est-ce que ça veut dire une marque virtuelle quand on est dans le monde de la restauration ? Alors, une marque virtuelle, c'est une marque qui est uniquement disponible sur les plateformes de livraison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans un restaurant, dans un retail, et commander un plat et le consommer sur place. Et c'est quoi, par exemple, comme marque Écoutez, virtuelle ? on a aujourd'hui 8 quoi ? marques virtuelles. Donc, Ouais. on a, par exemple, une marque qui s'appelle, une plus ancienne marque qui s'appelle Como Kitchen, qui est une marque de bowl LC. Et donc, nous, comment est-ce qu'on fonctionne ? On travaille cette marque, le marketing, le packaging, voilà, l'ensemble du storytelling de la marque. On va voir des fournisseurs pour chacun des ingrédients qu'on sélectionne et on propose un package clé en main à un restaurant qui est dans une localisation et à qui on permet d'opérer notre marque sous un système de franchise. Et comment vous... Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va rentrer dans la logistique, parce que moi, je me dis, OK, donc en fait, les mecs, ils veulent dupliquer ce que font des grandes chaînes, type, on va dire, n'importe quoi, ce qui se fait dans la restauration rapide, McDo ou autres, voilà, énormément de restaurants, en faisant des marques virtuelles. Mais la force de frappe des restaurants que je viens de citer, c'est qu'ils ont un alignement, notamment en termes de fourniture, c'est-à-dire que la viande qu'on va manger dans X ou Y restaurant est la même, les équipes sont formées de la même façon, et ça, vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Alors, et je suis content que vous nous preniez comme exemple avec les grosses franchises qu'on peut connaître dans le domaine du fast-food, parce qu'on a véritablement l'opportunité aujourd'hui de créer le plus grand restaurant du monde via notre concept. Je vous explique pourquoi. Pour répondre à votre première question, c'est en vrai, on a exactement le même processus qu'un McDonald's, un Burger King, ou peu importe la chaîne de fast-food que vous pouvez citer. C'est-à-dire qu'on va chercher des suppliers qu'on valide qualitativement et qui déploient leurs produits sur l'ensemble de notre réseau. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir une enseigne en franchise. Ça vous coûte beaucoup d'argent. Voilà. 2, c'est du temps. Une ouverture, c'est 6, 8, 10 mois sur un concept de franchise. Vous avez un risque, un investissement. Demain, il y a une crise sanitaire du poisson, une vache folle, etc. Vous êtes dans le domaine du burger. Vous vendez plus un burger. Nous, on est trend responsive, c'est-à-dire qu'on va avoir un franchisé, on lui propose d'opérer une ou deux de nos marques. Il y en a une qui fonctionne moins bien, on lui en remet une autre. Et il n'y a pas d'investissement. Il nous contacte, 15 jours après, il est lancé. Ça s'appuie sur sa structure fixe existante, ce qui est juste extraordinaire, parce qu'au final, il peut mutualiser partiellement son personnel, il n'a pas de loyer à payer, puisqu'il le paye déjà pour sa propre activité, pas de frais fixes, eau, électricité. Donc en fait, on a un concept qui peut se propager à partir du moment
où effectivement, comme vous le dites, on arrive à créer une marque forte, voilà, et une supply chain parfaite, c'est-à-dire des ingrédients qui sont sélectionnés chez des fournisseurs qui sont contrôlés. Donc on a un service qualité, on a une équipe supply chain, on a une équipe logistique, et on est capable aujourd'hui de livrer l'ensemble de ces produits partout en France, en offrant à nos franchisés, à nos partenaires, entre 2 et 3 livraisons par semaine. D'accord. Et c'est intéressant, vous mentionnez une marque forte, et effectivement, c'est, je pense, le nœud du truc pour que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on crée une marque forte? C'est quoi vos leviers? Comment vous partez d'une page blanche, vous regardez quelles sont les tendances, et puis vous dites, hop, je vais aller sur les balls. Comment on fait la différence dans ce cas? Parce que c'est quelque chose qui est hyper concurrentiel en ce moment. Alors, déjà, il faut bien comprendre que Not So Dark est une start-up de la food tech. Donc, la technologie, mon background, c'est la technologie. On vient de ce milieu-là. On a vraiment mis la technologie au centre du débat. Donc, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les trends dans le monde entier, sur plein de continents différents, sur les plateformes de livraison en Asie, aux États-Unis, etc. On essaie de trouver des trends émergentes. Voilà, via la technologie et via un algorithme qu'on a créé. Qui est chargé d'aller écouter un peu tout ce qui se passe. Qui écoute, exactement, qui écoute tout ce qui se passe dans le monde, dans le food delivery, et on arrive à voir, à spotter les tendances un petit peu en avant-première. Une fois qu'on a fait ça, on a une équipe créative qui réfléchit aux produits, au marketing, au storytelling. On cherche après des fournisseurs qui sont capables de créer nos recettes, qui sont des recettes pour la plupart à façon, avec nos chefs qui font de la R&D, au final. C'est exactement ça, c'est de la recherche. On crée une carte, on teste cette carte sur un groupe, donc on fait du focus group, on récolte des feedbacks, on améliore le produit jusqu'à ce que l'ensemble soit parfait et qu'on juge qu'il est lançable sur les plateformes. Mais en termes de business model, comment ça peut être rentable? Parce que la plateforme de livraison marge, le restaurateur marge évidemment, et vous vous retrouvez un peu au milieu. On ne se retrouve pas, on se retrouve au milieu. On est effectivement entre la plateforme de livraison, on a un layer entre la plateforme de livraison, le restaurateur et bien entendu le client. Sauf que déjà on travaille sur des volumétries ultra importantes. Notre chiffre d'affaires grossit considérablement, on fait entre 20 et 30% de croissance tous les mois, donc c'est une croissance qui est compliquée à assumer humainement. Et forcément, on travaille sur des marges de franchise qui sont plus faibles que lorsqu'on opérait nous-mêmes nos kitchens. Mais la croissance est tellement importante et le chiffre d'affaires est tellement important, on est en plusieurs millions d'euros par mois, qu'au final, on s'y retrouve. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, vous disiez que vous recrutiez quasiment 200 personnes cette année-là. Oui. On travaille activement sur notre prochaine levée de fonds qui va servir à financer notre expansion à l'international. On a réussi en 7 mois après notre pivot à recréer l'ensemble de notre chiffre d'affaires, voire même plus. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de dupliquer ce concept qu'on a réussi à mettre en place en France, à l'étranger. On a ouvert en Belgique il y a quelques semaines. On apprend de cette première expérience internationale comment ça fonctionne. Et après, le but, c'est de déployer un peu partout. Et c'est pour ça qu'on a à peu près 200 postes en recrutement à l'heure actuelle. Bon courage, parce qu'en ce moment, le recrutement, c'est pas facile. Vous avez de fortes ambitions. 1 millier de restaurants partenaires d'ici la fin de l'année et 10 à 12 marques opérationnelles. Ouais. C'est vraiment une course à la volumétrie, alors? Écoutez, on vient du monde des startups. J'ai fondé ma première entreprise à 21 ans, qu'on a revendue en 2015, puis j'étais fondateur de Stuart, que vous connaissez peut-être. Donc on baigne là-dedans, c'est-à-dire identifier un concept, un potentiel, et aller le plus vite possible. C'est une course. Donc on est passionné par ça avec Alex, mon associé, on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par la créativité de nos équipes, avec lesquelles on partage tous les jours. On a l'ambition de créer un catégorie leader dans ce nouveau domaine de la dark kitchen et principalement sur notre axe qui est la franchise.
on va voir, oui, on a cette ambition et on pense qu'on est tout à fait capable de l'atteindre. Le delivery, c'est l'avenir de la restauration. Les gens ont de moins en moins de temps. Ils consomment de plus en plus sur place, sur leur lieu de travail. Donc voilà, moi j'ai vécu 2 ans à Manhattan, où ils sont un peu en avance sur le delivery. Et très sincèrement, je pense que c'est effectivement l'avenir. Ouais. Et pour la restauration, c'est un levier de business important. Ça leur apporte combien de chiffre d'affaires en plus aux restaurateurs qui travaillent avec vous ? Nous, on a certains restaurateurs qui font 3 fois leur chiffre d'affaires avec nous. C'est-à-dire qu'on représente un poids vraiment important pour eux. Et aujourd'hui, on arrive en moyenne à générer sur l'ensemble du réseau à peu près 50 000 € par mois de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça, on arrive à le faire 15 jours après avoir rencontré le restaurateur. Donc c'est quand même voilà, génial pour un restaurant qui, en ce moment, peut rencontrer quelques difficultés. Mais qui rencontrent aussi des difficultés de recrutement. Donc, si vous leur apportez 3 fois le chiffre d'affaires, il y a un moment où ça va aussi être difficile de répondre à la demande. Oui et non, parce qu'en fait, les créneaux de livraison sont jamais... les créneaux horaires sont jamais exactement les mêmes que les coups de feu, sur place. Parce que lorsque vous commandez, vous anticipez toujours un petit peu. Donc, en fait, ça vient très bien s'embriquer sur l'activité du restaurant. Puis, ça ne perturbe pas le restaurateur. Il reçoit des commandes, il les exécute. Qu'un livreur vienne chercher les commandes de son propre restaurant ou de nos marques, c'est complètement invisible. Vous vous adressez surtout à des gens qui travaillent ou il y a un peu de livraison aussi à domicile, le soir, le week-end ? Est-ce qu'on s'adresse, pardon ? À des gens qui travaillent, c'est le repas du midi, particulièrement dans les entreprises, où il y a un peu de tout ? Non, en fait, aujourd'hui, le volume d'affaires se répartit, moi, je dirais 30%, 35% le midi et 65% le soir. Avec une cible évidemment ultra-urbaine ? Ultra-urbaine. Et après, on adapte nos marques aussi en fonction des localisations. Donc, il y a certaines marques qui cartonnent à Paris ou en région parisienne, qui fonctionnent un peu moins bien en province et vice-versa. Et comment ça s'explique ? C'est juste des habitudes de consommation qui sont différentes en fonction des localisations. Exactement à une autre échelle, lorsqu'on adresse un nouveau pays comme la Belgique, il y a certaines marques qui fonctionnent très bien en France de manière générale, qui vont moins bien fonctionner en Belgique, ou qui vont très bien fonctionner en Belgique et beaucoup moins en France. Vous avez mentionné que vous avez monté plusieurs boîtes déjà, et vous avez eu cette phrase que j'ai lue quelque part, vous avez dit « Entrepreneur, c'est le plus beau job du monde ». Qu'est-ce qui vous motive ? Pour moi, c'est le plus beau job du monde. Après, ça n'engage que moi. En tout cas, c'est ce qui me motive. On se compare toujours avec Alex, mon associé, à des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a monté une première boîte, une deuxième, on en a vendu une, 2, 3. Et au final, on ne s'arrête pas. Donc déjà, notre motivation, c'est pas l'argent. C'est le fait d'avoir une idée, de la mettre en application, de recruter les bonnes personnes, de mettre en place la stratégie, d'itérer, d'être agile. On l'a prouvé par notre pivot. Pas évident, hein, vous levez 20 millions d'euros et quelques mois après, vous allez voir vos investisseurs. En fait, on ne va pas faire ce qu'on a dit. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ils vous regardent alors qu'en plus, c'est un fonds qui est opérateur et vous leur dites non, finalement, vos 20 millions d'euros, je ne vais pas les utiliser pour ouvrir des kitchens. On va fermer les kitchens qu'on a ouvertes et on va partir sur un système de franchise. Donc, c'est ça, le côté génial de l'entrepreneuriat, c'est que on apprend tous les jours, on devient meilleur et surtout, on crée et on change un petit peu la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos marques deviennent disponibles un peu partout en France. On offre de la profondeur de marché aux plateformes. Et au final, quelqu'un qui était dans une ville de 25 000 habitants et qui avait sur son application uniquement Burger King ou McDo, demain aura la possibilité d'avoir des marques sympas à un prix intéressant avec une bonne qualité. Exactement comme on l'a fait pour Stuart à l'époque, lorsqu'on a fondé Stuart, on a offert à des milliers de gens la possibilité de générer du revenu en se connectant ultra simplement à une application. Voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat et c'est ça qui nous fait kiffer, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup Clément Benoît. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Not So Dark. Merci d'avoir été avec nous. Merci.